même. Ben voilà. Donc, nous allons passer au débat. Donc, s'il y a des personnes ou bien des personnes qui veulent poser des questions. On a quand même un professeur de maths Donc, Zouf Lawan, akhir tout le monde. Merci, M. Madani, pour cet exposé assez exhaustif sur un domaine très passionnant et très alléchant en même temps, mais qui est effarant d'après certaines données. Donc, d'après les modèles que vous avez exposés, je pense que j'ai compris qu'il présage une augmentation des précipitations dans la partie nord de la planète et tropicale, mais des baisses de température sur les régions subtropicales. Donc, ces changements peuvent induire des changements ou des risques sur les écosystèmes, sur les ressources en eau. Donc, ces modèles, on les a faits sur des données collectées sur un espace spatial, donc l'espace spatial. Donc, est-ce que cette collecte des données sont faites de la même manière pour établir ces modèles? La deuxième contrainte, c'est la contrainte temporelle. Parce qu'on peut faire un modèle sur des données collectées sur une période. Mais cette période, si je prends par exemple l'âge de la planète, en réalité, est-ce que ces trucs-là ne se sont pas déjà passés dans l'histoire? Si je prends par exemple le désert algérien, il a été déjà déforé et des trucs. Donc, est-ce que ce n'est pas un déplacement au lieu de parler de changements qui portent des risques, etc. Est-ce que ça a déjà, comment dirais-je, est-ce que c'est déjà passé? Oui, voilà, c'est des épisodes récurrents dans l'histoire. D'accord? Donc voilà, c'est ça ma question. Et je vous remercie encore pour votre exposé assez clair. Merci. Je réponds. Docteur Fier, merci pour votre question. En tous les cas, ce sont les questionnements des climato-sceptiques. En disant, voilà, est-ce que le réchauffement qu'on est en train de regarder est un réchauffement cyclique? Voilà. Si on regarde les spécialistes de la glaciologie, donc il y a des spécialistes qui retracent le climat sur, allez, 1 million d'années, 2,5 millions d'années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont au pôle Nord, ils font des carottes, et ils retracent la température de la planète sur des milliers d'années. Effectivement, la planète a connu des périodes de réchauffement et des périodes de glaciation. Donc elle a connu ça. Mais par contre, sur ces glaces, les gens, les climato-sceptiques ne ramènent que la température. Ils ne ramènent pas autre chose. Parce que sur les glaces, il y a aussi d'autres mesures. La glace fixe le CO2. On est bien d'accord. On a mesuré le CO2 de l'époque et le CO2 actuel. Entre les deux, il n'y a aucune comparaison. Là, on voit vraiment l'effet du facteur anthropique sur la production du CO2 ainsi que d'autres gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire s'il y a un réchauffement cyclique dans l'ancien temps, il n'a aucune relation avec le réchauffement qu'on est en train d'observer aujourd'hui, puisqu'on connaît les conséquences. J'ajoute aussi d'autres choses. Ils sont arrivés sur les domaines de la glaciologie jusqu'à déduire que la première civilisation qui a utilisé le plus de plomb est datée du côté romain. Vous imaginez, dans la glace du pôle Nord, ils savent qu'il y avait du plomb. Pour quelle raison? Pour pouvoir produire du plomb, il fallait de la haute température qui s'évaporait. Évidemment, dans les circuits des mouvements à l'échelle de la planète, des masses d'air, ça part jusqu'en Arctique et ça se dépose dans les glaces et on les retrouve après dans la glaciologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les paramètres climatiques qu'on a pu déduire de la glaciologie ne sont pas corrélables par rapport aux paramètres climatiques des 100 dernières années. Et ça a de l'importance. C'est pour ça que le groupe international des experts du climat
a fait une méthodologie pour regarder réellement ce qui se passe à l'échelle locale. Auparavant, c'était les grands seigneurs de la recherche. C'est à partir des 90, avant le protocole de Nagasaki, etc., un grand débat, parce qu'il y avait aussi un effet de lobbying et argent. Il y avait tellement un grand débat que le GIEC, via l'ONU, a lâché, via le plan bleu, beaucoup de projets dont on a été détendeur de certains projets, via le plan bleu, à aller regarder bassin par bassin, petit bassin par bassin. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas étudier 9200 km², il fallait une armée de... Mais même comme ça, ils ont fait une procédure seulement aux embouchures. Donc on a regardé au niveau de l'embouchure, c'est une certitude ce que nous observons, parce que nous l'avons mesuré nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le vice. Je reviens, j'ai une question. J'ai bougé. Bonjour Monsieur Madeni, donc je vous remercie pour la conférence que vous avez présentée, très passionnante. Les questions que je vais poser, c'est je voudrais savoir parmi toutes les études que vous avez vues dans votre carrière, y a-t-il un engouement plus grand pour les eaux douces ou bien pour les eaux salées? Aussi, je voudrais savoir aussi, le pH des eaux douces est-il plus sujette à une baisse que les eaux salées? Aussi, une dernière question se porte sur ce que vous avez dit sur le niveau, donc la pénurie en eau en Algérie. L'Algérie ne sera pas touchée par une pénurie d'eau et cela est dû à une faible production agricole. Ces informations émanent-elles d'études nationales ou internationales? Donc, pour être... Merci. Alors, pour le stress sur 2025, c'est une étude internationale. C'est tout à fait normal. Vous pouvez la vérifier vous-même. Vous y allez sur un site qui s'appelle Plan Bleu. C'est lui qui fait la synthèse un petit peu de tous les travaux. Sachez, bon, pour vous résumer les choses, vous avez posé la question, est-ce que travail national ou travail international? Travail international, ça veut dire quoi? Travail national, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelle est la différence pour vous? Pour que je comprenne. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y a vraiment des études concrètes faites en Algérie, bien sérieuses, qui suivent le niveau d'eau en Algérie? Ah, donc, études concrètes, bien sérieuses. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi, bien sérieux pour vous? Ça veut dire un rapport de la direction d'hydraulique, c'est sérieux pour vous? Non, ce serait fait par des chercheurs. Ah, très bien. Donc, j'ai compris maintenant donc, la question, je peux vous répondre. Des vrais chercheurs, des chercheurs au niveau vous savez, universitaire ou dans des centres de recherche spécialisés dans ce type de... J'ai compris votre question. Vous savez, à chaque fois quand quelqu'un veut faire une recherche, la première des choses qu'il fait, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art. Donc, il va faire un petit tour de tout ce qui a été fait comme connaissance sur le territoire, là où il veut étudier. Si vous faites une petite recherche vous-même, vous y allez sur Sciences Directes, ou là vous y allez sur Scopus, mais vous n'avez pas l'accès, puisque Scopus, vous allez regarder seulement les auteurs. Il y a longtemps que le ciriste nous a coupé la vanne de l'accès au public. Mais en tout cas, si vous y allez sur des bases de données, et vous écrivez water, pollution, Soumam, ou la Bijaya, vous allez trouver pas mal de travaux. Pas mal de travaux, travaux de Madame Zbouj, vous allez les trouver. Vous allez trouver les travaux de Monsieur Zougar, vous allez trouver les travaux, nos travaux. Il y a pas mal de travaux. L'essentiel de ces travaux-là, ils travaillent sur le continent beaucoup plus que sur la mer. Je dis bien 90%. Donc 90% sont sur les eaux douces que sur les eaux salées. Sont extrêmement rares. Vous allez trouver, même il y a des gens qui font de la biodiversité, qui vont rechercher des algues, il y a pas mal de travaux. Mais ceux-là, c'est des travaux catégorisés. Ils sont de rang A, ça veut dire avec un bon niveau d'évaluation.
Mais ces travaux-là, quand ils font aller rechercher, c'est-à-dire qui on est responsable de cette observation qu'ils sont en train de faire, ils citent toujours des rapports des institutions. Le grand problème maintenant, il est dans le rapport des institutions. La dernière fois, là, il y avait un professeur, c'est M. Lajel, qui a fait un exposé extraordinaire en expliquant certaines choses. Le rapport, plutôt, les données des institutions n'ont jamais été corrigées. Alors je répète, les données des institutions n'ont jamais été corrigées. Pour quelle raison? Parce que l'essentiel des universitaires qui prennent les dossiers, c'est-à-dire les données, sur 30 ans, des fois même sur 100 ans, les premières températures à Béjaïa ont commencé à être mesurées vers 1898. J'ai une température mensuelle de Béjaïa 1800. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Température de Béjaïa mensuelle, ça veut... Pour quelle raison? Les gens ne savaient pas reconstituer. Les vocations des mathématiciens, et si on te le cache chez nous, sont beaucoup plus portées sur de la théorie ou sur de la recherche opérationnelle que sur les besoins des biologistes. Et on les a sollicités plusieurs fois, le problème n'a pas été réglé. Le problème commence à être réglé, à construire ces bases de données, en tout cas avec M. Lajel, seulement quand des hydrauliciens se sont associés à des biologistes pour des besoins de projets de recherche. C'est-à-dire pour créer toujours ce qu'on appelle, ce que vous appelez travaux sérieux. Travaux sérieux, si vous voulez, le rond A, c'est un travail sérieux, ben c'est un travail sérieux. Sur le rond A, par contre, il n'y a pas beaucoup de travaux. Sur le rond B, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que le rond B, c'est sérieux? Ça, personne ne veut. Mais 90% du travail, c'est sur le continent. 10% à Al-Bahar. Si vous cherchez pour quelle raison, le premier travail publié sur la pollution de la Souma, plutôt du port de Béjaïa, nous l'avons fait en 2001. Vous savez pourquoi on n'a jamais essayé de le refaire? C'est vraiment extrêmement difficile de faire une sortie en mer. Extrêmement difficile. Ceux qui font ça, ils peuvent... C'est vraiment un travail titanesque d'aller faire une sortie, et surtout de la faire en mensuel. Chaque mois, vous faites une sortie pour aller mesurer sur le même niveau les mêmes paramètres. C'est extrêmement difficile. Alors c'est plus facile de prendre sa glacière et d'aller jusqu'à Aqbou et revenir. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec donc, les services de l'environnement. Mais la mer, c'est extrêmement rare les travaux. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'image que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous ai montré le MNT terrestre et je vous ai montré le MNT marin. Et je vous ai montré toute une bande blanchâtre. Il n'y a aucune étude, alors que c'est la partie la plus importante à étudier pour tous les universitaires. Mais elle est extrêmement, vu la logistique que nous avons, elle est extrêmement difficile à réaliser. Voilà. Donc, deux dernières questions, mais c'est bon. Bonjour, Monsieur Madani. Je vous remercie pour cet exposé passionnant et passionné. Ma première question, c'est que vous avez longtemps parlé du GIEC et actuellement, c'est plutôt la parole des climato-sceptiques qui a pris de l'ampleur et c'est eux qui ont, c'est leurs thèses qui sont actuellement les plus suivies. Notamment, j'aurais bien aimé, lors de votre état de l'art, voir un peu plus leur point de vue sur ça, étant pas spécialiste du domaine. Surtout par rapport à ce que la première question, il vous a dit que vous avez répondu sur les 100 ans, et eux-mêmes disent que sur les 100 ans, il y a eu dans l'histoire certains changements climatiques brusques, sans l'intervention de l'homme. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous pensez de ces théories-là, sachant qu'on ne les a pas vues lors de votre présentation passionnée? Merci. J'ai parlé quand même des climato-sceptiques. Ils s'appellent les climato-sceptiques et je pense qu'il y avait un ministre français qui a fait d'ailleurs un très bon livre sur ça, j'ai oublié son nom, il était ministre même de l'Éducation nationale en France, j'ai oublié son nom, mais c'était le porte-parole, un petit peu le leader qui sera le leader des climato-sceptiques. Sachez maintenant une chose.
Je ne peux pas vous montrer quelque chose qui n'est pas publié, et je ne peux pas vous montrer ce qu'on appelle des coupures de journaux ou des interventions politiques. Parce que les climato-sceptiques, l'essentiel de leurs interventions, sont sur les lectures des publications déjà faites, qu'eux-mêmes n'ont pas fait, ou des livres qu'ils ont édités sur l'arnaque du climat. Ils ont édité des livres. Mais ça, ce ne sont que des avis politiques. Ce n'est pas basé sur des avis scientifiques. Alors maintenant, l'exposé que j'ai fait. Je vous ai dit au départ que le GIEC a été monté suite au fameux combat, parce que le fameux ministre, que j'ai oublié le nom, et ça, tu devrais te rappeler à Kamel comment il s'appelle. Tu devrais te rappeler. C'est quelqu'un qui a fait... Parce que c'était une grande autorité en physique. Ce ministre-là, c'est une autorité, c'était pas n'importe qui avait quand même une très très bonne connaissance sur le climat. Quand il avançait de l'argumentaire, il a fait beaucoup mal aux gens qui faisaient ce qu'on appelle dans le global. Évidemment, il fallait trouver une solution. Ce que je vous ai exposé, je vous ai parlé du global tout en le critiquant. Le global, il était critiquable sur la nature statistique présentée. Une température moyenne du globe ne voulait absolument rien dire en termes statistiques. Et c'était l'argumentaire des climato-sceptiques. Tiens, du globe, on est descendu au régional. Même sur le régional, une température de la moyenne de la Méditerranée, ça ne voulait absolument rien dire. On voyait qu'il y avait déjà une disparité spatiale entre le nord et le sud. Je vous l'ai montré. Et on est descendu plus bas. On ne parle plus du régional, on parle maintenant du local. Chacun son petit bassin. Et je vous ai montré, maintenant, quelque chose de... Il fallait voir, parce que sinon, il faut que je reste 4 heures. Je vous ai montré un petit bassin de 430 km² et un gros bassin de 40 000 km². Et ils sont tous étudiés de la même manière. On les regarde seulement à l'embouchure. Et de plus en plus, le GIEC, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que ce bassin est réglé, on augmente sa résolution. On augmente sa résolution de fréquence d'analyse. Auparavant, on observait 2 points par an. La dernière publication, c'est 52 points par an, c'est-à-dire chaque semaine. La prochaine publication, c'est chaque journée, c'est 365 points. La prochaine publication, c'est chaque demi-heure. Parce que le GIEC impose cela. Mais, quelqu'un qui mesure chaque demi-heure et quelqu'un qui parle chaque minute, vous prenez quoi? Vous prenez la mesure de demi-heure ou le parler de la minute? La politique, c'est parler chaque minute. C'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer. J'aurais pris peut-être 24 heures. Vous avez compris, j'espère. Merci, professeur Medani, pour cette conférence. Vous avez présenté, disons, de long, large, les espoirs et les désespoirs de la goutte d'eau. À juste titre, mon ami le professeur Arar m'a dit à un certain moment que M. Medani est en train de nous faire peur. Vous avez parlé aussi des fameux climato-sceptiques. En général, peut-être qu'il faut souligner qu'ils ont leur agenda, tout simplement. Chacun défend un certain nombre de principes et d'intérêts. Vous avez aussi parlé, à juste titre, de l'Algérie, qui profite globalement de la coulée d'air froid de l'Europe, qui est toute proche, et qui nous fait profiter d'une pluviométrie assez importante, mais qui parfois est empêchée par le fameux anticyclone des Açores. Et là, vous ne l'avez pas mentionné, j'espère que vous allez nous donner peut-être un petit quelque chose. Pourquoi il y a des moments où cet anticyclone stagne pendant plus longtemps que certaines périodes. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le bassin versant de la Soumam, la pollution de la Soumam, la diminution des niveaux d'eau au niveau de cette rivière. Et comme vous l'avez si bien dit au départ, nous avions été sollicités par la direction de l'environnement pour voir de plus près, peut-être d'une façon plus détaillée, plus scientifique, pourquoi
même si on peut avoir comme ça des idées, mais là aussi, il faut trancher scientifiquement, notamment en ce qui concerne la mort des poissons dans cette rivière. J'aimerais que vous donniez un aperçu sur ce qui va être fait dans cette optique, et merci. Concernant l'anticyclone des Açores, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que l'anticyclone des Açores, il fait partie de ce fameux phénomène planétaire dans l'atmosphère qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. Alors, c'est ce schéma-là. Vous pouvez enlever... Voilà. C'est dommage. Voilà. C'est ce schéma-là. Là, l'oscillation nord-atlantique, c'est l'anticyclone des Açores. Et en haut, il y a la dépression atlantique. Quelle est la différence entre un anticyclone et une dépression? Alors, on va prendre Béjaïa. À chaque fois, vous êtes à Goulet, et vous regardez Béjaïa en haut, et vous trouvez qu'il y a, on dirait qu'il y a une soucoupe volante de brouillard. On dirait que vous avez déjà vu ce phénomène? Vous l'avez certainement vu. Surtout quand vous montez vers 5 heures du matin, parce que c'est là où il y a des couches d'inversion. C'est des choses qu'il faut connaître. Un anticyclone, c'est comme si vous avez un verre d'eau renversé et vous êtes juste en bas. Évidemment, il est très chaud. L'anticyclone, ce sont des niveaux de dépression, des niveaux isobares, de telle façon que vous avez plus de la chaleur. Il a une manière de tourner. En face, vous avez une dépression. La dépression, c'est l'inverse de tout à l'heure. Donc, sur l'électron, ils ont ce qu'on appelle des mouvements. Ces mouvements conditionnent les périodes de chaleur et les périodes d'humidité. La dépression ramène l'humidité et l'anticyclone ramène les périodes de sécheresse. Maintenant, vous voyez ce tableau-là. C'est l'indice là-haut. C'est la différence de pression entre l'anticyclone et la dépression. Regardez, quand vous avez ça là, cette période-là, vous avez vu cette période-là, c'est quand vous avez une stagnation de l'anticyclone. C'est-à-dire, il reste sur place. Quand vous avez des stagnations, là, regardez la première stagnation qui est juste là. Nous l'avons corrélé quand on a regardé nos chiffres sur les années 80. Tout à l'heure, je vous ai montré que la station de Béjaïa, la station d'Annaba, la station d'Alger montraient une augmentation de la température à partir de 1980. Eh bien, la première stagnation de cet anticyclone a été observée vers 1980. Effectivement, l'anticyclone des Açores, mais plus exactement, c'est l'oscillation nord-atlantique qui est restée stable pendant les années 80. Mais pendant les 10 dernières années, elle a refait le même cycle. Ça, personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut expliquer pourquoi il n'y a pas ce mouvement. Mais la théorie l'explique. Il dit c'est dû à un phénomène qu'on appelle le nano, c'est un courant sous-marin qui traverse et qui a été rompu. Et après qui est en train de revenir. Donc il y a mille et une explications, mais ça c'est la théorie, personne ne peut le vérifier. Mais l'observation, elle est là. Effectivement, le NAO est resté sur sa couche, plutôt, il est resté positif pendant quand même pas mal d'années. Il a commencé, ces ruptures-là de cycle ont commencé à partir des années 80 et on l'a regardé sur nos mesures qu'effectivement, notre température a commencé à augmenter, température moyenne. C'est ce qu'on appelle des... comment on appelle ça? C'est des moyennes mobiles. En termes statistiques, ça s'appelle des moyennes mobiles. C'est-à-dire que je la calcule par rapport à la moyenne totale. Et là, effectivement, vous avez raison, ça n'a pas changé. Pour quelle raison, on ne le sait pas. Mais ceci n'empêche pas, ça explique la chaleur d'ici. Ça, c'est connu.
Maintenant, sur l'autre question, c'était pour ce qu'on est en train de faire avec les gens de l'environnement. Avec les gens de l'environnement, quand ils nous ont sollicités, vous avez tous entendu parler de la mort de poissons au niveau de Taqriyat. Taqriyat, il y a donc le milieu associatif qui a observé qu'il y avait quand même pas mal de poissons qui flottaient. Donc l'université a été sollicitée pour pouvoir trouver une solution. Et évidemment, quand on a été, c'est pas seulement les services de l'environnement, il y avait donc pas mal, donc c'est une réunion sectorielle. Évidemment, ce qui nous a fait plaisir, c'est que les gens ont écouté la procédure. Donc on leur a demandé quelque chose de très simple. Ceux qui ont observé le phénomène, combien de fois ils l'ont observé? Réponse négative. Ceux qui ont observé le phénomène, est-ce qu'ils l'ont quantifié? Il y a combien de poissons qui sont morts? Réponse négative. Pas très bien, avec 2 réponses négatives, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de réobserver le terrain pendant une certaine période, tout en espérant que le phénomène ne va pas être encore observé. Parce qu'en l'observant pendant une année, avec une chronologie, donc avec une fréquence bien déterminée, en mesurant des paramètres bien déterminés, en amont et en aval, là où le phénomène il a été observé, on peut non seulement créer des publications par rapport aux chiffres, parce que nous allons y aller, c'est Akhdim Abdelghani qui accompagne la délégation presque chaque mois, et là, il mesure jusqu'à une dizaine de paramètres, des paramètres in situ, des paramètres mesurés au niveau de l'hôpital, des paramètres mesurés au niveau du service de l'hygiène, et centralisés chez nous, mais il nous ajoute quelque chose d'important. Pour la première fois, les services se sont mis d'accord à construire un système d'information géographique sur le bassin de la Souma. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça peut servir tout le monde. C'est-à-dire qu'auparavant, nous, pour aller ramener une donne, qu'est-ce qu'on fait? راح على الدوايا راح على البيسيلكتر اكدي على la demande اتروح تعوينا اقلز rajoute, vous voyez c'est les services qui trouvent un intérêt, donc c'est eux qui préparent les donnes selon évidemment le protocole que tu as préparé. Donc ça veut dire quelque part l'université commence à faire un travail un travail consensuel, c'est-à-dire un travail par concertation. Et ça, c'est vraiment une première pour l'université de Béjaïa. Voilà. Merci beaucoup, professeur Madani. C'était une excellente plénière. Je pense que tout le monde a adoré, tout le monde est d'accord. En effet, je pense que là, vous avez mis encore plus en relief toute l'importance du développement durable et de la réflexion que nous devons avoir pour les générations à venir. Vous nous avez fait voyager dans le temps, donc un peu plus dans le futur que dans le passé, parce que c'est des projections futures. Et en effet, vous avez parlé du SNAT, toutes les projections de développement et toutes les projections de développement sociétal se basent effectivement sur des projections comme ça, et là, j'ai assisté une fois à une étude qui suivait l'évolution d'une espèce, donc en France, au fait, il s'agissait de l'évolution du vignoble français, en fonction effectivement de projections comme ça, du réchauffement climatique en France. Et tout le monde connaît toute l'importance du vignoble en France. Et ils se sont rendus compte, en effet, qu'il y a des variétés, certaines variétés de vignobles qui poussent, qui sont cultivées dans le sud de la France, qui vont se retrouver dans un certain nombre d'années. Le climat va plutôt se retrouver, le même climat du sud va se retrouver un peu plus au nord, et on peut cultiver finalement ces variétés-là au nord. Bon, vous avez compris, je pense, parce que au fait là, là, ils ont commencé à réfléchir sur une adaptation. C'est-à-dire ne pas tout simplement, il ne faut pas avoir peur, mais il faut trouver des solutions pour mieux s'adapter et
proposer des solutions aux générations futures. Est-ce qu'en Algérie, il y a ce genre de réflexion ou des travaux ou une approche dans ce sens? C'est-à-dire faire, non pas être au pied du mur, mais s'organiser pour mieux faire face à ces changements-là. Merci. J'aime mieux être mobile. J'aime mieux être mobile, je pense que c'est la dernière question. Merci pour la question, M. Kati. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'avais oublié d'insérer un concept important chez les étudiants. Presque la majorité des étudiants, quand ils traitent leurs premières données, ils font des régressions linéaires. C'est bien ça, non? Vous prenez donc un Y, un X, quel que soit le paramètre que vous avez, vous placez vos points et vous faites une régression linéaire. Et vous nous donnez souvent l'équation de la droite, et souvent en confondant entre le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation. Ça a de l'importance majeure, très majeure, hein, de tout ce que, sur ce que j'ai parlé pendant presque je ne sais pas combien de temps. Parce que ça parle comment programmer l'avenir. L'avenir est une régression linéaire. C'est-à-dire quand vous tracez un Y en fonction de X, et vous avez 4 points, d'accord? Et vous dites, voilà, c'est une régression linéaire, y égale à x plus b, évidemment mon r carré est égal à 1, donc je suis très bon. Posez-vous toujours la question, est-ce que vous avez le droit de tracer une régression linéaire seulement avec 4 points? Mais si vous vous posez cette question, posez-vous la question la plus importante, combien de points faut-il pour pouvoir tracer une régression linéaire? Je pense, si je vais poser la question, j'aurai le 100% de réponses négatives. Personne ne sait, il faut combien de points pour pouvoir tracer une régression linéaire. Et si vous voulez faire le rang A, c'est-à-dire si vous voulez vous mettre seulement sur le rang A, sur la question posée tout à l'heure, de plus en plus, si vous voulez élever le niveau de la publication, c'est à ce niveau-là de réponse qu'il faut aller chercher. Parce que quand vous faites une régression linéaire, c'est un outil mathématique, c'est-à-dire que vous allez prendre la décision que c'est bon seulement par votre propre plaisir. C'est parce que c'est proche à 1 que vous dites que c'est bon. Mais ça, c'est votre plaisir. Et le plaisir n'est pas évaluable. Le plaisir n'est pas quantifiable. N'est-ce pas, monsieur le physicien? Ça nous a pris, nous, presque une année pour donner une réponse à cette question. On est passé par les lois de puissance. Alors, pour revenir maintenant à la question de monsieur Kati, effectivement, en Algérie, il y a des organismes qui projettent et qui regardent le territoire avec des résolutions assez importantes. Nous avons un organisme qui s'appelle l'INSID. Nous avons un organisme qui s'appelle l'INC. Et nous avons des organismes maintenant qui sont très reliés à l'imagerie satellitaire. Je peux vous assurer que les prix des cartes pour pouvoir y accéder, c'est seulement par amitié généralement qu'on les a, mais ça dépasse les 6 millions de dinars, les cartes. Mais ils font des niveaux de cartes, et en termes de projection au niveau de l'INSID, quelque chose d'extrêmement... D'ailleurs, je peux vous dire, je connais un petit peu les gens qui participent à la réalisation du SNAT, qu'on corrige chaque 5 ans. Tout vient presque par l'INSID. Et aussi, pas mal de travaux viennent du rang A, c'est-à-dire des travaux d'universitaires. Donc, honnêtement, les Algériens travaillent beaucoup sur les projections futuristes. Maintenant, pour la question, c'est-à-dire pour un supplément de réponse, c'est les choix. Je vous ai montré tout à l'heure à peu près 22 modèles du GIEC. Sur les 22 modèles, les Algériens ne prennent qu'un seul modèle. Et c'est la dernière fois, il y avait une conférence là de M. Ladjil qui dit « Il y a un problème dans les approches modélatoires des Algériens. Nous n'avons pas appris à valider nos propres modèles. Nous n'avons pas d'organisme validateur de modèles. C'est pour ça que j'ai commencé par poser la question. La majorité des gens font des régressions linéaires sans le savoir pourquoi. Parce qu'il faut le faire. Parce que tout simplement, ce sont des approximations personnelles. Il dit ça dépasse 70%, c'est assez corrélable. Mais 70%, ce n'est qu'une appréciation personnelle. Et c'est ça le problème maintenant des Algériens. Il est grand temps de rendre certains modèles officiels. Officiels, ça veut dire validés. Validés. Les méthodes de validation modèle sont extrêmement lourdes. Ça demande aussi des compétences et des équipes scientifiques orientées vers les validations modèles. Et je peux vous assurer, pour valider un modèle, ça peut prendre 2 années à 3 années. Et voilà. Donc, on fait de la modélisation, on fait de la projection, et sur le territoire,
Je vous ai montré tout à l'heure certaines cartes de lithologie, des cartes d'occupation du sol, et par culture, avec hautement résolutif, ils projettent par rapport aux données du climat. Le grand problème, quand on projette, c'est un modèle. Le modèle n'est pas validé. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il fait du juste, ou là il fait du 100% d'erreur, ou là 400% d'erreur. Juste pour vous ajouter une information, tout à l'heure je vous ai dit, on fait des mesures par semaine, 52 semaines par an, pour un cycle hydrologique. On est passé à la journée, c'est-à-dire on fait 365 jours. Le passage d'une semaine plutôt d'une semaine, d'une fréquence d'une semaine à un jour, on fait 400% d'erreur. 400%. Donc vous imaginez ceux qui font 2 mesures par an, c'est du 3000, 4000% d'erreur. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Donc, non. Je vous remercie, monsieur. Oui, madame. Question? Je pense qu'on a terminé la session débat. Mais c'est madame Boulkbesh. Donc, mais rapidement, s'il vous plaît. C'est une exception. Pour vous. Merci, mademoiselle. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter M. Medani pour cette conférence, quoiqu'elle nous a effrayés, donc beaucoup plus de catastrophes que de points positifs, mais on doit accepter la réalité. Donc, ma question, c'est quelle est la part des rejets issus des industries agroalimentaires dans la pollution de l'environnement en général et de la pollution de l'eau? Existe-t-il en Algérie des organismes qui s'occupent du traitement de ces déchets? Merci. Vous savez tous qu'en Algérie, la notion de réseau différencié ou de réseau mixte, on ne les a pas. On n'a que des réseaux unitaires. Ça, vous le savez. Mais nous avons aussi une réglementation côté, pour les industries. Normalement, un industriel est toujours utilisateur d'eau, est toujours conditionné par au moins une décantation primaire. C'est-à-dire qu'il devrait traiter son eau. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est l'observation sur le terrain. Maintenant, quelle est la part de celui-là par rapport à la part de celui-là? Je peux vous assurer qu'on a les ordres de grandeur des rejets d'eau. Mais on n'a pas les ordres de grandeur des rejets d'eau traités. Parce que tout simplement, et vous devrez le déduire, ça a une relation avec des lobbies, ça a une relation avec pas mal de choses. Donc c'est un sujet quand même qui est rare, les gens qui peuvent vous répondre avec une certitude, parce qu'il faut aller mesurer. Et vous imaginez quelqu'un qui mesure juste à la sortie d'une usine le volume d'eau rejeté? Qui va vous laisser faire ça? Regardez, les niveaux piézométriques au niveau des usines sont des données hautement confidentielles. Les niveaux piézométriques, c'est-à-dire le prélèvement d'eau, c'est une donnée confidentielle. Alors là, le rejet d'eau, et le rejet d'eau non traité. Pour quelle raison? Parce que nous avons des lois. Nous avons des lois, et la dernière fois, on a tenu d'ailleurs un débat avec monsieur le directeur de l'environnement. Il y avait des gens qui disaient « le poisson est mort par pollution ». Et je leur ai dit, nous sommes des universitaires, on n'a pas le droit d'utiliser le terme pollution à tort et à travers. Parce qu'il faut qu'on l'approuve. Parce que si je vais dire que c'est pollué, je ne peux incriminer que l'industriel le plus proche. L'industriel le plus proche, il va prendre un 21-27, il va laisser un juge, il va déposer plainte, il va dire ce gars-là est en train de me harceler et il me traite de pollueur. Parce que tout simplement, une pollution, il faut la prouver. Il faut la prouver. Parce que si vous prouvez que c'est une pollution, le directeur de l'environnement est le seul habilité à verbaliser. Nous, on n'est pas habilité à verbaliser. Notre métier, c'est la recherche. Et la recherche, c'est vraiment faire seulement ce qui est dans tes prérogatives. Donc, pour revenir à votre question, personne ne peut vous évaluer ça. Et si un jour on va évaluer ça, il faut une réunion, comme celle qu'on a fait cette fois-ci, les gens, avec évidemment la présence des industriels, eux-mêmes, ça va être dans leur intérêt d'aller chercher est-ce que c'est de la pollution industrielle ou est-ce que c'est de la pollution tout simplement naturelle. Et on a été plus loin. On leur a dit, peut-être que ce poisson est mort de vieillesse. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce que des fois, on accuse comme ça, et à tort, et à travers. Je vous fais rappeler que sur le travail de Madame Yalaoui, on a pu trouver des formes de vie sur l'estuaire
là où on n'a jamais imaginé qu'on pouvait trouver ce genre de forme de vie au niveau de l'estuaire. Alors qu'on croyait qu'au niveau de l'estuaire, c'était le grand désert biologique. Alors qu'il n'y avait pas un désert, il y avait une flore assez... mais chez assez importante. Il fallait voir ce qu'on a vu. Voilà, madame. Merci. Je vous remercie. Non. Donc, je vous invite à continuer en tant que chairman. Donc, on entend directement